et messieurs, Monsieur le médecin général des armées Gérard Nedelec, directeur central du service de santé des armées. Monsieur le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées, Monsieur le médecin général des armées, inspecteur général du service de santé des armées, Madame la présidente de l'Académie de pharmacie, Monsieur le doyen, Monsieur le contrôleur général des armées, Messieurs les membres de l'Académie de médecine, de chirurgie et de pharmacie, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les professeurs, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'être présents pour ce grand moment de notre année universitaire où l'école et le service mettent en exergue un sujet d'actualité et honorent à travers la thématique traitée un de ses professeurs. Cette année, le choix s'est porté sur le professeur Dominique Vallée, titulaire de la chaire de psychiatrie et de psychologie appliquée aux armées. La leçon qu'il va prononcer dans quelques instants portera sur la psychiatrie militaire opérationnelle. Ce sujet a été choisi parce que depuis la guerre d'Algérie, le contexte d'emploi de nos armées n'a jamais été aussi lourd. Nos militaires sont engagés dans de multiples opérations extérieures où la sollicitation est extrême. Missions multinationales, missions humanitaires, missions d'interposition et maintenant missions de guerre, comme c'est le cas en Afghanistan. Les enjeux sont chaque fois plus importants, avec une accumulation de contraintes, répétition des opérations, éloignement familial, risques environnementaux, auxquels s'ajoute maintenant la perception du danger et d'inévitables questionnements éthiques et moraux. Perte de l'estime de soi, perte du sens de la mission, et la découverte tardive qu'au-delà de la mission se trouve l'effraction traumatique et la rencontre de la mort. Tous ces facteurs, et bien d'autres, expliquent l'attention portée à la souffrance psychique chez nos militaires en opération. Les données recueillies auprès de nos départements d'épidémiologie sont sur ce point sans équivoque. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2009, 45 états de stress post-traumatique ont été rapportés par nos médecins d'unité. 39 d'entre eux ont été diagnostiqués au retour d'un séjour en Afghanistan, dont 20 étaient directement liés à l'accrochage du 10 août 2008 dans la vallée de Kapisa, où 10 de nos hommes avaient trouvé la mort. Le fait psychologique dans les conflits armés n'est pourtant pas nouveau. La nostalgie des conscrits de la Révolution et le cafard des combattants de la Première Guerre mondiale étaient bien connus. Ils étaient la traduction de ce qu'on appelle aujourd'hui le stress post-traumatique. Ces états sont restés longtemps occultés ou négligés par la hiérarchie. C'est l'armée du tsar, pourtant la plus rétrograde de l'époque, qui fut la première à reconnaître cette problématique lors du conflit russo-japonais de 1905. Cette première prise de conscience fut alors suivie, lors du premier conflit mondial, par les militaires anglais et américains qui parlèrent de shell shock ou de battle fatigue pour désigner toutes les entités syndromiques induite par la violence des combats. De cette époque, on a le souvenir de l'hypnose des batailles et de l'hystérotraumatisme dont vous pourrez voir la traduction réaliste et bouleversante dans les moulages de plâtre qui se trouvent dans la salle près de nous, la salle Michel Lévy. Ces manifestations ont été remplacées par une symptomatologie plus classique, répondant à une situation d'angoisse ou plus précisément à un état anxio-dépressif dont l'expression est conditionnée par la pression de l'environnement, la personnalité du sujet, la perception qu'il a de sa mission, l'impact du groupe et du commandement. C'est dans ce contexte que se situe le rôle du psychiatre militaire. Sa tâche est complexe et la définir encore plus. Médecin du groupe, le psychiatre militaire est un médecin hygiéniste, thérapeute, régulateur de tension. Les situations qu'il rencontre sont innombrables, allant entre autres des missions d'interposition ou de guerre, mais aussi à l'humanitaire et aux prises d'otages.
Il doit être le garant d'une éthique. C'est surtout un médecin isolé dont la place est originale à l'interface entre l'individu, la collectivité et le commandement. C'est un médiateur neutre mais actif. Pour occuper ce rôle difficile, il a fallu un long cheminement et l'obstination de tous les acteurs de cette discipline qui ont bâti en plusieurs décennies le socle de la psychiatrie militaire d'aujourd'hui. Les précurseurs ont été les professeurs Lacassagne puis Boisseau, avec son traité publié en 1870 sur les maladies simulées et les moyens de les reconnaître. Ils furent suivis par Simonin, qui fut le premier à faire entrer en 1905 l'enseignement sur les maladies mentales à l'école. Sa chaire de neuropsychiatrie et de médecine légale montrait toute la dimension expertale que l'on souhaitait donner à cette discipline. Plus tard, André Fribourg-Blanc apporta une nouvelle impulsion avec son traité sur la pratique psychiatrique dans l'armée, qui fut le premier ouvrage de référence dans cette discipline. Il fut surtout le premier à réclamer en vain, en 1939, la présence de psychiatres à l'avant et dans la chaîne d'évacuation. Les années qui suivirent furent surtout marquées par les débuts de la psychopharmacologie, avec l'introduction de la chlorpromazine à laquelle Laborie avait consacré ses travaux. En 1965, la chaire de psychopathologie et d'hygiène mentale est créée. Le professeur Juillet en devient le premier titulaire. Le champ de son action est immense. Ouverture sur l'université, la criminologie clinique, les conduites toxicophiles, les névroses de guerre et bien d'autres. Mais son œuvre majeure est l'ouvrage qu'il rédige avec Pierre Moutin sur la psychiatrie militaire, où il définit une doctrine de la discipline, notamment dans le domaine des conduites. Sa carrière le conduisit aux plus hautes fonctions du service, avant de devenir membre de l'Académie de médecine en 1988. Le professeur Pierre Lefebvre, qui vient de nous quitter, lui succède en 1973. Il prolonge l'action de son prédécesseur, initie de nombreux travaux sur la psychiatrie de guerre et intègre la rééducation dans le champ de la neuropsychiatrie. Mais l'homme est féru d'histoire et de culture, et il va apporter à l'école qu'il va diriger en 1978 le rayonnement culturel qu'elle méritait. Il est élu en 1992 à l'Académie nationale de médecine. Le professeur Barrois accède à la chaire en 1978. Psychanalyste de formation, il laisse une œuvre importante sur la théorie psychanalytique, la simulation, la psychopathologie des névroses stomatiques, la psychiatrie de l'avant. Le professeur Maurice Bazot devient titulaire en 1984. C'est un homme pragmatique, dénué de tout ésotérisme, qui multiplie les actions avec les médecins des forces et tisse de nombreuses collaborations avec ses collègues de l'université. Il assoit sa notoriété dans la discipline avec ses travaux sur la psychiatrie de guerre, l'alcoolologie et la suicidologie. Il prend la direction de l'école en 1989 et sera un acteur déterminant avec le professeur Charles Laverdan dans la restauration de l'ensemble conventuel. Le professeur Douteau prend sa suite en 1989. Il poursuit la dynamique de ses prédécesseurs. Ses travaux portent sur l'immaturité affective des jeunes et la psychiatrie de l'avant, avec un rapport remarqué au comité consultatif des armées sur le soutien psychologique des forces engagées sur les théâtres extérieurs. L'année 1990 est le tournant de la discipline. C'est la première guerre du Golfe, encore appelée Opération Daguet. Ce conflit a fait ressurgir deux grandes peurs, celle des paniques en cas d'utilisation de gaz de combat, comme cela avait été lors de la Première Guerre mondiale, mais aussi la multiplication de troubles comportementaux individuels dans la perspective d'un affrontement de massifs de blindés en référence à la guerre du Kippour. C'est dans ce contexte que le professeur Bernard Lafont et une équipe de quelques spécialistes rejoignent nos éléments avancés. C'est la renaissance de la psychiatrie de l'avant dont on mesurera toute l'importance quelques années plus tard lors du choc de Goma et du syndrome de la guerre du Golfe. Les intervenants de cette guerre en ont tiré de nombreux enseignements et leur réflexion a servi de ligne directrice à la doctrine d'aujourd'hui. Désormais, la psychiatrie opérationnelle se fait à l'avant. Le psychiatre est devenu projetable. Au même titre que les chirurgiens et les réanimateurs, il fait partie du soutien des éléments engagés.
En 1994, la nouvelle école d'application est créée. Le professeur Guy Briol devient le titulaire de la chaire de psychiatrie et d'hygiène mentale. Élève du professeur Barrois, il prend la voie de la psychanalyse. Homme de culture, clinicien d'une grande finesse, il a marqué profondément toute une génération de psychiatres militaires par son engagement et par la qualité de son enseignement. Par sa formation et son expérience vivante de la psychanalyse, il a toujours soutenu et su transmettre l'importance d'une réflexion rigoureuse où la subjectivité et la singularité du cas ont une place essentielle. Ses travaux sont nombreux, en particulier dans le domaine de la psychopathologie des psychoses et celle du traumatisme psychique. Le rapport sur le congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française sur le traumatisme psychique, rencontre et devenir, ainsi que le livre sur la psychiatrie militaire opérationnelle, doivent beaucoup à son dynamisme et à sa puissance de travail. Nous connaissons ses réflexions sur l'éthique et ses concepts de neutralité active et d'extimité qui vous seront tout à l'heure explicités et qui ont été déterminants dans notre prise en charge des victimes psychologiques de l'avant. Le professeur Jean-Dominique Favre accède à la chaire en 2002. Il fut le premier titulaire de la chaire de psychiatrie et de psychologie clinique appliquée aux armées de la Nouvelle École du Val-de-Grâce. Ses travaux scientifiques dans le domaine de l'alcoolologie et de la dictologie en font un expert reconnu, et son rapport remarqué au comité consultatif du service santé des armées sur la déontologie des pratiques médicales en milieu militaire fait référence. Le professeur Dominique Vallée, qui prend ses fonctions en 2005, s'inscrit dans l'excellence des titulaires qui l'ont précédé. Dans quelques instants, il vous décrira un parcours empreint de modestie et de discrétion. Son arrivée en psychiatrie n'est probablement pas le fruit du hasard. Il est praticien généraliste au début de sa carrière et il est très tôt confronté à de nombreuses situations psychotraumatiques qui le questionnent et l'amènent à découvrir une discipline à laquelle il ne s'était pas destiné. C'est la rencontre avec des personnalités marquantes de la psychiatrie militaire, Dr Moutin, les professeurs Douteau, Le Bigot, puis Briol, qui vont éclairer sa réflexion et l'aider à mûrir son projet professionnel. Je ne m'attarderai pas sur son parcours universitaire. Il est brillant, d'une riche production scientifique. Ses élèves sont nombreux, ses qualités pédagogiques incontestées. Mais au-delà, le professeur Dominique Vallée est un homme d'une grande rigueur, exigeant avec les autres comme avec lui-même. Ceux qui le connaissent bien vous décriront un patron sensible, sachant partager, rassurant et reposant pour ses collaborateurs. C'est un homme de devoir, mais c'est aussi un humaniste dont les convictions sont enrichies d'une réflexion permanente. Travailleur infatigable, leader dans sa discipline, il est aussi dans ses rares moments de liberté un épicurien, puisant auprès des siens toute son énergie. Le sujet qu'il va vous traiter est nourri d'une longue expérience d'opérations extérieures en ex-Yougoslavie. Sans tarder, je lui cède la parole. Mon général, je vous remercie pour ce que vous venez de dire à mon sujet. J'en suis très honoré. J'ai été pour moi et pour la discipline que je représente très sensible à ce que vous m'ayez proposé de prononcer cette leçon. Je vous dis ma reconnaissance. Je voudrais aussi saluer très respectueusement toutes les autorités militaires et les personnalités civiles que vous venez de citer, et vous tous ici présents qui m'honorez de votre présence pour cette leçon. Mesdames et messieurs les internes des hôpitaux des armées, il est de tradition que l'orateur qui prononce cette leçon, qui marque solennellement l'ouverture de votre 3e cycle d'études médicales, se présente à vous. C'est un exercice difficile puisqu'il s'agit de parler de soi, ce qui n'est pas sans risque. Ce risque, je le prends. C'est à l'hôpital Sainte-Anne que j'ai vu le jour. Ce n'était pas à Paris, dans ce haut lieu du traitement de la folie, mais à l'hôpital alors maritime à Toulon. J'ai vécu dans cette ville quelques années à une adresse qui n'était pas sans importance pour mon avenir, puisqu'il s'agissait de la place d'Armes. J'ai quitté le beau ciel bleu de la rade de Toulon pour celui un peu moins bleu, mais de la très belle rade de Brest. Dans cette ville, j'ai eu une expérience très profitable au Collège naval. Je lui dois mon entrée à l'école de Bordeaux. L'empreinte militaire était déjà là, comme une évidence,
alors que pourtant j'aurais été à cette époque bien incapable de préciser les motivations qui me poussaient à présenter le concours des écoles du service de santé des armées. Porté vers le milieu militaire, j'avais cependant déjà déplacé le signifiant des armes du côté de la santé. Il en est ainsi de la complexité des identifications qui vous portent et qui pourtant laissent entière la responsabilité subjective de chacun. Mon entrée à l'école de santé navale marque pour moi un souvenir inoubliable. Ce fut un vertige en franchissant le porche du 147 du cours de la Marne lorsque j'ai pris conscience du temps que j'allais y passer pour mes études médicales. Cela a été de très belles années, d'ouverture aux autres, de travail, de découverte de la médecine et surtout de rencontres avec les malades et quelques professeurs. Dans l'après-coup de ces études, on peut se demander ce qui vous en a marqué ou ce qui vous en reste. Pour moi, plus que le savoir académique nécessaire à tout apprentissage et tout exercice de la médecine, c'est la succession de rencontres avec des figures qui ont su me faire passer au sens d'une transmission, mais aussi d'un franchissement, quelque chose qui dépasse la relation du maître à l'élève. Ce sont ainsi quelques figures de passeurs qui m'ont permis de franchir des étapes décisives et qui ont eu une grande importance dans mon engagement médical. Je voudrais ici les remercier, les absents, comme ceux qui sont présents dans cette salle aujourd'hui. Le professeur Stéphane, qui, à Bordeaux, accordait tant d'importance au lien entre les médecins hospitaliers et les médecins généralistes pour la qualité de la prise en charge globale des patients, ou encore le professeur Rivière, toujours à Bordeaux, qui nous enseignait dans son service d'endocrinologie les particularités de la relation médecin-malade. Le médecin général inspecteur Barois et le médecin général inspecteur Bazot, qui ont apporté l'un comme l'autre beaucoup à notre discipline au sein des armées et au-delà, ils ont ouvert le chemin de la psychiatrie militaire opérationnelle. Le médecin général inspecteur Bazot se souviendra sans doute de cette visite qu'il faisait au 2e régiment de hussards, où le jeune médecin d'unité que j'étais avait aussi fort affaire avec son chef de corps, très agacé des réformes psychiatriques dans son régiment. C'était le temps du service national obligatoire. En effet, après une première affectation en Nouvelle-Calédonie, dans un dispensaire médical, affectation riche d'une première expérience de médecin généraliste dans les conditions d'isolement d'une des îles Loyauté, la rencontre avec le désarroi de ces jeunes appelés face aux contraintes de leurs obligations a été déterminante dans l'orientation de ma carrière médicale. J'étais moi-même plutôt déconcerté, partagé entre mon souci de bien faire, en particulier auprès de mes patients, et les conséquences de ma pratique où je voyais disparaître près de 15% de l'effectif incorporé. C'est de cette déstabilisation de ma pratique que je me suis surpris moi-même à poser les bases de mon orientation vers la psychiatrie. Ce qui était en jeu pour ces jeunes appelés en difficulté était bien loin des fantasmes de simulation parfois évoqués et relevait plutôt de la particularité de leurs aménagements subjectifs. J'y étais sensible. Je n'ai jamais cédé sur les décisions médicales que je prenais, même si parfois elles me mettaient à l'épreuve des humeurs de ce chef de corps. J'ai été aidé en cela par les psychiatres militaires avec qui j'ai partagé ces réflexions et ces prises en charge, puis avec ceux qui m'ont accompagné et enseigné tout au long de mon parcours de formation de spécialiste. Le médecin-chef des services Moutin a guidé mes premiers pas dans la discipline. Le médecin-chef des services d'Houtot aura été le premier à m'associer à des travaux de publication. Avec le médecin général inspecteur Le Bigot, j'ai pu approcher et amorcer une réflexion personnelle sur la psychopathologie et mesurer l'importance des concepts psychanalytiques dans la démarche diagnostique et la prise en charge des patients. J'ai rejoint le service du professeur Briol en 1990 pour y passer les 3 dernières années de ma formation. Cela se situait au moment où l'opération Daguet, lors de la première du Golfe. Le médecin général des armées Lafont y était parti en précurseur. De leurs expériences, je dois beaucoup. Je suis très redevable à l'un comme à l'autre. Avec le médecin général inspecteur Briol, je peux parler d'une véritable rencontre qui va bien au-delà de ce qui a été pour moi la richesse de son enseignement. Cette rencontre aura été déterminante pour ouvrir le chemin de ce que j'avais à m'approprier pour moi-même dans mon orientation clinique marquée par la psychanalyse. Mon général, je suis honoré de ce que vous m'ayez choisi pour vous succéder à la direction du service de psychiatrie au Val-de-Grâce. Je dois également beaucoup au médecin général des armées Lafont. Mon général,
Vous m'avez accompagné durant ma formation et au-delà, en particulier lors de mon concours d'agrégation à l'occasion de la redoutable épreuve de la leçon de 24 heures. Nous avons aussi partagé quelques moments de vie opérationnelle en ex-Yougoslavie et beaucoup d'entre nous ont bénéficié de votre expérience opérationnelle et des enseignements que vous avez tirés de la première guerre du Golfe. Je vous redis toute mon estime. Mes responsabilités d'enseignement m'apportent beaucoup de satisfaction. Elles se soutiennent du désir de transmettre, selon les modalités d'un compagnonnage, ce qui m'a été donné par ceux qui m'ont formé et la part personnelle que j'ai désiré y apporter. Je voudrais aussi remercier le médecin général inspecteur Favre. Mon général, tu m'as beaucoup accompagné et soutenu lors de ma nomination à la chaire de psychiatrie et de psychologie appliquée aux armées. Tes conseils et ton amitié me sont toujours très précieux pour assurer cette responsabilité que j'ai prise à ta suite. Je tiens à remercier ici tous mes collaborateurs directs, sans qui je n'aurais pas pu soutenir cette action au quotidien dans le service de psychiatrie au Val-de-Grâce, le professeur Boisseau, le commandant Horn, le médecin principal Lahutte et le médecin des armées Guillaume, ainsi que tous les agrégés de la chaire de psychiatrie qui participent très activement aux activités de la chaire. Je veux aussi remercier mon épouse Brigitte pour son soutien constant et mes enfants, Émilie, Agnès et Bertrand, pour leur affection et leur compréhension. Leur présence se fait encore plus forte lorsqu'on se trouve en opération. Cela m'amène à revenir sur cette expérience opérationnelle au cœur du siège de Sarajevo, qui a été pour moi un temps très fort. Ce fut celui de la découverte de la vie opérationnelle dans une ambiance tendue, celui de rencontres et d'échanges avec les différents acteurs médicaux du théâtre opérationnel, essentiels pour l'action du psychiatre, et surtout celui de la rencontre avec ces militaires qui, soit lors de consultations formalisées ou le plus souvent dans des moments très informels, pouvaient rencontrer avec le psychiatre un interlocuteur utile face aux expériences personnelles qu'ils traversaient. Cela a été l'expérience d'un travail soutenu, tant auprès des militaires qui avaient été pris en otage à cette période, qu'auprès de ceux éprouvés dans les suites du bombardement d'une emprise militaire française, où l'un de nos jeunes camarades médecins allait perdre la vie. Cela a été pour moi une expérience très forte, parfois difficile, mais très riche d'enseignements sur la nature de l'aide que l'on peut apporter à ces militaires dans ces contextes. J'ose espérer qu'elle a pu aussi leur être utile. Elle m'a aussi conduit à mesurer la nécessité d'inscrire cette action médicale dans la durée et d'essayer de trouver les conditions d'une attention pour ces militaires qui ne se limite ni à l'urgence, ni au seul temps opérationnel, mais qui trouve son prolongement dans la continuité d'une action à poursuivre au-delà. C'est ce qui m'amène maintenant à introduire cette leçon sur la psychiatrie militaire opérationnelle. En choisissant ce thème, je souhaiterais ouvrir une réflexion sur des enjeux qui concernent tous les acteurs du service de santé des armées dans leur pratique au quotidien au sein des forces. Le niveau d'engagement opérationnel de nos forces est très élevé sur différents théâtres d'opération terrestres et maritimes, comme sur le territoire national pour les forces de la gendarmerie. Les risques opérationnels partout peuvent y être importants, mais sans nul doute en ce moment, plus particulièrement en Afghanistan. Dans toutes ces circonstances, l'action du service de santé des armées est essentielle pour le soutien sanitaire du combattant. Elle se conduit dans des conditions d'exercice difficiles, où il convient d'assurer une qualité optimale de soins, somatiques et psychiques, dans des environnements opérationnels complexes et dangereux. Cette action médicale nécessite, pour le service de santé, une adaptabilité de plus en plus exigeante quand aux impératifs militaires s'ajoutent des contraintes politiques et économiques qui peuvent peser sur les conditions de sa mise en œuvre. L'action du psychiatre militaire est alors particulièrement engagée tant les aspects liés à l'expression potentielle d'une souffrance psychique, voire de manifestations psychopathologiques avérées, sont présents. Cette réflexion se situe dans un contexte où la dimension psychologique est souvent mise en avant selon les modalités d'une généralisation parfois confuse qui n'ouvre pas toujours à la juste appréciation des problèmes en question. Cette réflexion nécessite d'être réactualisée, nourrie des expériences du passé, mais enrichie de celles des contextes actuels d'engagement desquels se dessinent de nouvelles perspectives. Elle nous conduit également à anticiper sur les perspectives d'avenir concernant le combattant du futur dans un environnement technologique
toujours plus marquée des avancées de la technologie. C'est dans cette dynamique que la psychiatrie militaire se doit d'être opérationnelle. Ce terme opérationnel se trouve étroitement lié aux notions d'action et d'acte, de stratégie et d'optimisation des résultats par rapport aux objectifs. Nous voudrions tout d'abord souligner ce que cela implique au niveau collectif, individuel, mais aussi pour le psychiatre militaire. Alors au niveau du groupe, le caractère opérationnel est lié à sa capacité à mettre en œuvre la force armée au service d'une intention. Celle-ci est orientée par une décision politique, elle est cadrée par une lettre de mission qui précise les conditions de l'engagement opérationnel et les règles d'ouverture du feu. L'action militaire, dans ce qu'elle peut aussi comporter de recours à la violence, qu'il s'agisse de l'impact de la violence portée, comme celui de celle qui peut être subie, cette action mobilise fortement le groupe. L'impact psychologique de cette confrontation est toujours marqué. Il vient souvent toucher les liens qui constituent le groupe, soit dans le sens de le renforcer, soit aussi d'en accentuer les tensions, voire d'en révéler les fragilités. Cela peut avoir des conséquences sur sa capacité opérationnelle, qui peut être diminuée dans son efficacité, au travers de mécanismes d'inhibition, de risques inutiles, voire de surestimation de ses capacités. Le groupe peut être perturbé par l'expression dans ses propres rangs de mouvements affectifs et émotionnels douloureux. Son fonctionnement peut se compliquer d'un retournement de la violence au sein du groupe lui-même, au travers de l'expression de brimade, envers un bouc émissaire, par exemple, ou encore de manière incontrôlée dans l'expression d'une violence injustifiée envers l'extérieur, à l'égard de prisonniers ou à l'égard de populations civiles, et ceci hors les lois de la guerre et celles de l'éthique militaire. Nous souhaitons souligner la part déterminante au niveau du groupe de la prise en compte du facteur humain dans la conduite opérationnelle. Il ne s'agit pas en effet de réduire le combattant à la seule maîtrise d'une technique, celle du combat. Il importe aussi de le reconnaître dans sa dimension subjective avec toute sa complexité. Aujourd'hui, une recommandation du chef d'état-major de l'armée de terre insiste sur la nécessité de l'aguerrissement du combattant, notamment au travers de conditions d'entraînement difficiles et éprouvantes pour renforcer sa résistance aux effets du stress. Cela ne doit pas faire oublier que les acquis comportementaux de la préparation aux situations d'angoisse qu'un combattant peut rencontrer en situation opérationnelle peuvent se trouver débordés et nécessiter une action immédiate. Selon une perspective individuelle, la dimension opérationnelle interroge pour chaque militaire sa capacité à soutenir son engagement au sens le plus fort du terme, au-delà de ce qu'il peut y avoir là de contractuel. Il s'agit de sa capacité à tenir sa place au sein du groupe, dans la pleine disposition de ses ressources physiques et psychiques, au service d'une action collective. Cela implique un engagement humain particulièrement fort qui va être mis à l'épreuve des conditions opérationnelles. Ce combattant peut s'en trouver renforcé des expériences vécues dans ce cadre, ou aussi, tout au contraire, fragilisé, voire s'être senti remis radicalement en cause. Au-delà de l'adhésion plus ou moins forte aux valeurs du groupe, cet engagement est aussi marqué de tous les aspects singuliers de l'histoire personnelle, riche des identifications dont se supporte le sujet et des interactions qu'il nourrit avec son environnement personnel et professionnel. Et l'engagement, et si l'engagement implique de fait un certain effacement de la vie personnelle au profit du groupe, en particulier en situation opérationnelle, il n'en reste pas moins que tout ce qui relève de l'intime peut être fortement mobilisé dans ce contexte et venir peser sur la capacité opérationnelle de chacun. Nous voyons là qu'il s'agit d'une interaction permanente entre les impératifs du collectif et les besoins de chacun de ses membres, en particulier en situation opérationnelle. Cette interaction peut cimenter sa force, comme peuvent en témoigner la cohésion de l'unité et la qualité de son moral, qui participent toutes deux pleinement de sa capacité opérationnelle, bien au-delà de la maîtrise d'une technique de combat. Mais c'est aussi dans cette tension que peuvent venir s'exprimer des souffrances vécues collectivement ou plus individuellement, et même parfois des réactions pathologiques pouvant retentir sur la capacité opérationnelle.
Certaines nécessités ont trouvé des développements dans l'élaboration d'une doctrine militaire concernant le soutien psychologique du combattant en vue d'optimiser sa capacité opérationnelle. Cette doctrine ne cesse de se construire et d'évoluer depuis une directive initiale du 9 juillet 1997 du chef d'état-major des armées et qui, depuis, a trouvé une déclinaison dans chacune des armées. La capacité à gérer le stress apparaît de plus en plus comme l'un des facteurs déterminants pour la réussite de la mission. Indépendamment de toute considération psychopathologique, ces directives visent à renforcer les capacités de résistance du combattant. D'autres concernent la prise en compte des besoins particuliers du combattant, tant sur le plan de ses conditions de vie opérationnelle que celui de leur retentissement sur leur vie personnelle et familiale. Cela a conduit les armées à mettre en place des acteurs psychosociaux, officiers environnement humain, psychologues de théâtre d'opération, dont l'action technique relève de l'autorité du commandement. Il faut ajouter à cela l'action des services sociaux et celle des aumôniers militaires dans le respect de la liberté de conscience de chacun. Leur action doit s'articuler avec celle du service de santé des armées pour ce qui relève là alors de sa compétence dans les domaines du soin, de la prévention et de l'information. On voit ici différents champs d'intervention qui se complètent et parfois se recoupent sans se confondre. Le psychiatre militaire lui-même est pris dans l'interaction, besoin du collectif, nécessité de l'individuel, comme il est aussi pris entre ce qu'il est comme personne, comme médecin, et son exercice au sein de la collectivité militaire, en particulier en situation opérationnelle. Médecin, il a une connaissance de son art. Militaire, il doit aussi avoir celle du milieu. La pratique du psychiatre en opération peut être qualifiée de hors du commun, tant les conditions d'exercice y sont particulières, hors des murs de l'hôpital ou de son lieu habituel de consultation. Cette pratique implique de toujours inventer pour adapter le cadre de son intervention aux particularités du moment. Et si cette pratique est d'exception, elle ne peut néanmoins s'inscrire que dans la continuité de celle menée au quotidien où elle trouve sa consistance. L'intervention du psychiatre en opération ne se limite pas à celle ponctuelle de l'urgence d'une situation de crise. Elle doit pouvoir aussi en suivre l'évolution dans la durée. Elle implique toujours beaucoup d'engagement, de tact et de mesures pour tenir une place qui est aujourd'hui collectivement reconnue, mais qui, un peu paradoxalement, nécessite constamment à chacun de s'y faire reconnaître. Le psychiatre lui-même peut être plus directement concerné par ce qui est vécu dans le groupe. À la fois à l'intérieur du groupe, il doit aussi trouver les conditions d'une certaine extériorité qui doit lui permettre au mieux de s'extraire des mouvements imaginaires qui ne manquent pas de traverser la collectivité, en particulier dans les situations d'exception. C'est ce que le professeur Briol avait défini comme position d'extimité. Cela nécessite, de la part du psychiatre, une réflexion personnelle sur sa propre position subjective au sein du dispositif dans lequel il est impliqué. Il s'agit pour lui de se faire le partenaire du groupe, du militaire et de l'institution. Cela semble paradoxal de vouloir tenir ces différentes positions qui peuvent parfois paraître en contradiction. Mais se faire le partenaire de chacun de ces différents interlocuteurs implique de ne pas donner consistance à ce qui serait l'imaginaire du couple, que ce soit avec le patient ou avec les acteurs institutionnels. Se faire le partenaire du patient doit s'entendre comme se situer tel un tiers qui puisse laisser place à ce que soit entendue l'expression de sa singularité. Il s'agit surtout de lui permettre, au-delà de ses difficultés, de retrouver les moyens et la liberté de reprendre sa place avec la restitution de sa pleine capacité opérationnelle, comme l'a remarquablement dégagé le professeur Lafont à son retour de la guerre du Golfe. Se faire le tiers des acteurs institutionnels, c'est accepter d'être l'interlocuteur qui puisse conseiller le commandement en situation opérationnelle, non pas en lui indiquant ce qu'il devrait faire, ce serait quand même très malvenu, mais en lui donnant un éclairage pertinent qui puisse l'aider dans sa prise de décision. Dans cet objectif, l'action conjointe avec les acteurs psychosociaux du commandement trouve toute sa force. Et c'est bien dans une diversité d'actions que le psychiatre développe sa propre capacité opérationnelle
et participe par là pleinement au maintien de celle du groupe. Ces enjeux ayant été posés, il convient de définir les contours d'une psychiatrie à l'avant, réfléchie et assumée comme exercice d'une spécialité à part entière dans le dispositif médical déployé en situation opérationnelle. La place de cette spécialité est particulière à la croisée d'enjeux collectifs et individuels qui, pris en compte, permettront le maintien de la capacité opérationnelle. L'action s'étend depuis la prise en charge des manifestations psychopathologiques en situation opérationnelle, au temps du retour, puis à distance, celle des manifestations d'apparition différée. Cela nous amène à considérer les aspects psychopathologiques qui permettent de rendre compte des manifestations et de la pathologie en relation avec les situations opérationnelles. Nous les aborderons selon deux perspectives étroitement mêlées, mais qui cependant doivent bien être distinguées. D'une part le stress, d'autre part le traumatisme psychique. Nous verrons aussi d'ailleurs que toutes les expressions psychiques ne relèvent pas de ces deux seules catégories. Alors tout d'abord le stress. Cette notion est marquée des perspectives biologiques, psychologiques et sociales de la réaction aux différentes contraintes de la vie personnelle ou professionnelle. Ainsi, les contraintes de la vie opérationnelle sont souvent évoquées en termes de stress. Cette notion, à laquelle aujourd'hui il est fait largement référence, n'est pas si aisée à définir. Par son étymologie, au travers de son origine latine, stringere, qui exprime en français l'idée d'un resserrement, comme si l'on était asphyxié, étouffé, par son origine, elle se rapproche de l'angoisse, sans qu'elle ne puisse être confondue avec celle-ci. Selon une perspective médicale, à partir des travaux de Cannon, puis ceux de Celi, la notion de stress est venue désigner successivement l'agent agresseur, puis la réaction de l'organisme à cette agression, pour considérer enfin le couple agent-organisme. Cela amène à considérer les phénomènes de stress sous l'angle de la recherche permanente et dynamique d'un équilibre homéostasique en situation, équilibre qui peut parfois être rompu. De cette rupture naît ce que l'on peut alors désignée comme pathologie liée au stress. La notion d'adaptation se trouve ainsi également étroitement liée à celle de stress. On peut considérer sous cet angle les contraintes de la vie opérationnelle, avec tout ce qu'elles demandent d'efforts d'adaptation particulièrement intenses, les rythmes de travail qu'impose la vie militaire, le poids permanent d'une exigence de disponibilité, la réduction des espaces privés dans ces situations, les conséquences sur la vie personnelle du fait des séparations, de leur répétition dans le temps, ne laissant plus parfois aux militaires la possibilité de prendre un temps suffisant pour soi entre deux missions. Les préoccupations relatives à la vie familiale et affective sont autant de facteurs qui représentent des contraintes élevées. À cela s'ajoute la charge mentale liée aux activités professionnelles en elles-mêmes, où pèsent les dimensions du risque, du danger, celles liées aux conditions matérielles de vie, d'environnement climatique, de risques sanitaires locaux. La vie opérationnelle est faite de moments de grande activité, marqués d'une tension qui peut être très forte, mais elle est aussi faite de temps d'attente, où le sentiment d'inactivité, le manque de lisibilité des objectifs de la mission peuvent peser lourdement sur les personnels. Les effets cumulatifs de ces différents facteurs de stress peuvent se traduire au niveau du groupe par des tensions dans les relations interpersonnelles, par le vécu d'un malaise perçu collectivement et qui peut trouver à s'exprimer par une baisse du moral de l'unité. Cette expression peut aussi se noter dans la multiplication des accidents, la multiplication des infractions aux règles de sécurité. Les réponses individuelles de chacun pourront être évoquées en termes d'adaptation, d'épuisement ou encore de rupture, d'équilibre, avec alors l'émergence de pathologies propres. L'autre dimension sur laquelle nous voudrions mettre l'accent est celle du traumatisme psychique. Celui-ci ne peut être réduit au seul stress qui ne serait alors considéré qu'au regard de l'intensité d'une expérience débordant les capacités d'adaptation. Les effets de la rencontre avec le réel de la mort, dans les situations où le sujet a pu voir sa vie directement menacée, ou lors de la confrontation brutale à des scènes d'horreur en lien avec la mort,
ne peuvent être seulement considérées comme une réaction émotionnelle intense ou une mise en défaut de l'adaptation. La question en jeu est celle de la confrontation avec l'irreprésentable de la mort. Il ne s'agit pas ici de la mort telle qu'elle peut être attendue ou redoutée à la fin de la vie. Elle ne relève d'aucune anticipation possible par le combattant du risque de sa vie en opération. Elle est confrontation à un réel qui échappe de structure au langage et qui pourtant se trouve déjà au cœur de l'être. La rencontre traumatique, dans sa dimension d'effraction des défenses les plus essentielles de l'appareil psychique, confronte le sujet à l'effroi. Freud a été le premier à dégager les enjeux de la répétition à partir du concept de la pulsion de mort. Cette dernière, au cœur même du sujet, se voit contenue par ce que Freud a appelé le par-excitation, une sorte de formation dans l'inconscient qui protège tout autant des dangers internes qu'externes. L'effraction traumatique dont nous parlons peut se représenter par la rupture de ce par-excitation et la mise à nu de cette pulsion qui gît au cœur de l'être. C'est donc cet originaire qui peut être dévoilé lors de l'événement traumatique et dont les effets ne peuvent se mesurer dans l'après-coup, c'est-à-dire souvent à distance et parfois même très à distance de l'événement, au travers des phénomènes de répétition traumatique. Les classifications nosographiques actuelles ont voulu rassembler sous le même dénominateur, celui du stress, les manifestations aiguës, immédiatement contemporaines d'un événement potentiellement traumatique, et celles qui s'expriment plus à distance et reconnues aujourd'hui sous la désignation d'état de stress post-traumatique. Ce rapprochement nosographique ne doit pas cependant faire perdre de vue la distinction à faire entre le stress et le trauma. Au-delà de ces réflexions, nous soulignerons que la pathologie rencontrée en situation opérationnelle ne relève pas uniquement de la réaction à des événements à forte potentialité psychotraumatique. Elle peut être liée aux effets de l'exposition prolongée aux différents facteurs de contrainte que nous avons exposés et qui vont venir mettre en difficulté certains sujets. Cela peut être le contexte du dévoilement de points d'impasse subjectives en relation avec les coordonnées de leur histoire personnelle. Les troubles présentés alors relèvent de la pathologie ordinaire. Ces troubles peuvent aussi, en dehors de toute dimension de fragilité préexistante, venir traduire momentanément la mise en défaut des capacités d'adaptation du sujet à une situation particulière. Ils s'exprimeront alors fréquemment au travers de manifestations anxieuses ou dépressives, voire de conduites addictives. C'est sur ce fond de tension opérationnelle que vont survenir les événements à forte potentialité traumatique, lors des engagements de combat ou encore à l'occasion de situations accidentelles, mais aussi dans certaines situations exceptionnelles, comme ça a pu être le cas au Rwanda, lors des interventions sur les charniers, ou plus récemment à l'occasion de la récupération en mer de corps à la suite de naufrages ou d'accidents aériens. Mais c'est aussi ce qu'il peut arriver dans certaines activités au quotidien des unités opérationnelles de la gendarmerie ou celles des pompiers militaires ou encore des unités militaires de la sécurité civile. Au décours de ces événements, les modalités de réponse subjective ne sont pas univoques. Elles sont souvent marquées de manifestations émotionnelles importantes. Elles ne s'accompagnent pas toujours de réactions immédiates telles qu'elles peuvent être diagnostiquées selon les termes des classifications nosographiques internationales. Ces différentes modalités de réponse subjective ne permettent pas de repérer aisément qu'il y ait eu ou non des manifestations immédiates observables, ceux pour qui il y aura eu véritablement traumatisme psychique. Ces manifestations immédiates, lorsqu'elles surviennent, sont marquées par l'intensité de l'angoisse qui les sous-tend. Elles peuvent venir s'exprimer dans une dimension confusionnelle, telle qu'elle est repérée actuellement dans les phénomènes de dissociation péritraumatique décrits dans les états de stress aigu. Ceux-ci sont parfois intriqués aux effets somatiques du blast cérébral dans le cadre du mild trauma brain injury. L'expression de l'angoisse peut aussi se traduire plus directement au travers du corps, rappelant alors les manifestations d'allure hystériforme décrites durant le premier conflit mondial, avec parfois des tremblements affectant tout le corps ou des atteintes motrices, sensorielles ou sensitives localisées,
en dehors de toute systématisation de territoires neurologiques. Cette angoisse peut aussi s'exprimer dans des troubles somatiques fonctionnels, digestifs, cardiovasculaires, respiratoires, voire des manifestations lésionnelles d'allure psychosomatique sur lesquelles l'accent avait été mis lors du deuxième conflit mondial. On ne saurait aujourd'hui, comme par le passé, hiérarchiser les diverses modalités d'expression de cette souffrance selon une prévalence spécifique. Disons que les différentes pathologies se rencontrent, parfois même chez un même combattant ou dans un groupe, par mimétisme ou contamination. Savoir reconnaître ces différentes manifestations représente le premier pas de leur prise en charge. Comme vous pouvez le mesurer, les circonstances dans lesquelles le psychiatre militaire peut être amené à intervenir en situation opérationnelle sont nombreuses, sur les théâtres d'opérations extérieures, mais aussi parfois sur le territoire national dans certaines circonstances. Au-delà d'une activité rythmée par le quotidien opérationnel et la prise en charge des sujets en difficulté, c'est sans doute lors des événements de forte intensité que son action se trouve mise en avant. Elle implique toujours une coordination avec les médecins d'unité et avec les actions menées par les autorités. L'actualité de la prise en charge des troubles psychiques en situation opérationnelle s'éclaire des enseignements du passé. Depuis le début du XXe siècle, l'intérêt des cliniciens s'est tourné vers des considérations d'ordre pragmatique concernant les modalités de prise en charge des manifestations psychiques survenant dans les contextes opérationnels. Au-delà même des impératifs de conservation des effectifs en vue du maintien d'une capacité opérationnelle, ces considérations ont été guidées par la nécessité de mettre en place des dispositifs spécialisés de traitement en zone opérationnelle pour répondre aux besoins de santé des militaires. Les principes édictés par le psychiatre américain Salmon lors du premier conflit mondial, indépendamment de l'évolution des considérations psychopathologiques dans le temps, ces principes ont gardé toute leur pertinence. Ils mettent l'accent sur la nécessité d'intervenir au plus tôt et au plus près des besoins des personnels. Cette reconnaissance est parfois heurtée à des résistances et à des perspectives morales énoncées par ceux qui ne voyaient dans ces réactions de combat que le reflet de la faiblesse morale du combattant. Cela a pu aller jusqu'à l'utilisation de thérapeutiques aversives avec le recours à la faradisation, c'est-à-dire à des courants électriques douloureux, lors de la Première Guerre mondiale. Depuis longtemps, ces attitudes sont dépassées. La reconnaissance des troubles psychiques comme la nécessité de leur prise en charge en situation opérationnelle sont mieux reconnues, même s'il peut persister encore certaines résistances. Dans l'urgence, les actions à mener dans les suites d'un événement exceptionnel ne peuvent se limiter à une action médicale. Elles impliquent également, de la part du commandement, tout un ensemble de mesures qui prennent en compte les besoins des personnels à ce temps. Mise en sécurité, repos, assistance et soutien fraternel, besoin de communication, tous ces aspects relèvent de la responsabilité des autorités qui elles-mêmes peuvent être soumises à l'impact émotionnel de l'événement. Ces dispositions ne sont jamais faciles à mettre en œuvre. Et on mesure là l'importance du conseil qui peut être donné à ces responsables dans la gestion de la crise. C'est ici que peuvent jouer un rôle très important les structures psychosociales spécialisées qui se mettent actuellement en place dans les armées, comme la cellule d'intervention psychologique de l'armée de terre. Leur action est plus particulièrement tournée vers une aide au commandement pour la gestion d'une crise aux implications collectives. Leur effort peut aussi naturellement se tourner vers une attention portée directement au personnel au niveau d'un groupe particulièrement concerné par l'événement. Ces différentes interventions, si elles n'ont pas de visée psychothérapique, sont l'occasion de rencontres utiles à la prise en compte des besoins des personnels au decours d'un événement de forte intensité. L'importance du repérage des rôles de chacun est essentielle. Il s'agit en effet de ne pas, par des interventions prématurées ou inadaptées, renforcer les mécanismes de défense qui ne manquent jamais de se mettre en place dans ces circonstances. Tant au niveau du groupe que des personnes, ils peuvent favoriser des attitudes d'isolement et de repli difficiles à mobiliser et qui laissent alors ces combattants dans une souffrance qu'ils ne peuvent communiquer. Le médecin d'unité sera toujours un pivot incontournable autour duquel se fera une articulation étroite de ces actions.
Son action d'évaluation, de coordination et de suivi de ces différents plans d'intervention dans la durée est essentielle. L'action médicale s'exercera avec prudence mais détermination. Elle doit se centrer en premier lieu sur les personnels les plus exposés à la potentialité traumatique de l'événement. Ils ne sont pas toujours si faciles à identifier dans un environnement, dans un dispositif opérationnel très mobilisé par la situation critique qui vient d'être traversée. Ils sont parfois difficiles à atteindre du fait de leur éloignement géographique et de la difficulté des déplacements liés aux contraintes de sécurité. Le groupe le plus directement impliqué peut en masquer un autre, par exemple celui qui aurait participé à la relève des morts et des blessés et qui aurait aussi pu, du point de vue traumatique, être exposé à un très fort risque. Les personnels de santé eux-mêmes, par les risques opérationnels qu'ils partagent avec tous les militaires engagés, mais aussi en raison de la nature même de ce qu'ils ont à prendre en charge dans ces conditions particulières, sont fortement exposés aux effets du stress et aux risques du traumatisme psychique. L'intervention du psychiatre implique de fait une démarche active pour aller au-devant de ces différents personnels selon une modalité qui anticipe souvent toute demande de soins. Les conditions de son intervention sont difficiles et ne peuvent se réduire à un prêt-à-porter d'actions formalisées à l'avance. Les interventions dites de défusing ou de débriefing, telles qu'elles ont été formalisées en France par le professeur Le Bigot, lorsqu'elles peuvent être indiquées auprès d'un groupe, doivent garder la pertinence et la force d'une action qui a résolument pour but une visée psychothérapeutique. Elles ne s'improvisent pas et ne se réduisent pas à ce qui serait un impératif de parole après une situation traumatisante. Elles doivent permettre à chacun de prendre un peu de distance par rapport à l'immédiateté de l'expérience vécue collectivement pour mieux identifier ce qu'elle peut avoir généré d'éprouvés personnels. Si le groupe peut être un temps le support pour mener ces interventions, la visée reste celle d'une prise en charge au cas par cas. Ces différentes interventions peuvent ainsi permettre d'ouvrir les conditions d'une subjectivation de l'expérience traversée ou permettre déjà à chacun de repérer ce qui lui est particulier dans l'expérience même du traumatisme. Ces interventions peuvent avoir un effet très apaisant sans préjuger de l'évolution future vers des troubles psychotraumatiques. Ce travail psychothérapeutique ne peut s'inscrire que dans une temporalité qui reste propre à chacun. Il est essentiel que le psychiatre puisse trouver les conditions pour respecter et accompagner au mieux cette temporalité. Dans les suites immédiates d'un événement, certains combattants, au-delà de la prise en charge relationnelle qui vient d'être évoquée, relèveront également d'une prise en charge médicamenteuse, voire d'une hospitalisation dans les structures médicales de campagne. Ces différentes indications seront toujours posées avec prudence. Elles peuvent se heurter à des résistances de la part des intéressés ou de leur entourage, il faut savoir les surmonter. L'utilisation des anxiolytiques sera toujours mesurée. Peu d'études pharmacologiques permettent actuellement d'en formaliser les principes de prescription. Lors des états de stress aigu, il semblerait préférable, c'est au conditionnel, de recourir à des molécules comme l'hydroxyzine, un antihistaminique H1, qui, par son action, en particulier au niveau de certaines structures cérébrales comme l'hippocampe et l'amygdale, viendrait limiter les effets immédiats d'exposition au traumatisme, plutôt que les benzodiazépines qui, au-delà de leur effet sur la vigilance, pourraient, et là aussi c'est au conditionnel, favoriser l'apparition de séquelles traumatiques. À ce stade, les antidépresseurs n'ont pas leur place. Il faut savoir se donner du temps pour suivre l'évolution des personnels et pour s'assurer de leur capacité à poursuivre la mission. Pour certains, cela pourra conduire à prendre, en raison de l'importance et de la persistance des troubles, la décision d'un rapatriement sanitaire. Une attention particulière sera aussi portée tout au long de la chaîne médicale d'évacuation aux blessés physiques qui peuvent également présenter un état de grande détresse psychique. Et on insistera encore sur la nécessité de la traçabilité des informations médicales pour assurer au mieux la continuité de la prise en charge. Mais l'expérience nous enseigne que les effets d'un événement de forte intensité ne peuvent s'apprécier qu'avec un certain recul
tant pour ceux qui ont été directement impliqués que plus largement pour l'ensemble du groupe concerné. Cela nécessite une vigilance continue de la part du médecin d'unité et du psychiatre dans la durée de l'engagement opérationnel, mais aussi au retour. La nécessité de cette attention a également été perçue au niveau de l'état-major des armées, qui a décidé la mise en place de mesures particulières entourant le retour de mission en Afghanistan de personnels encore plus particulièrement exposés que sont ceux des Operational Monitoring Liaison Team, les fameuses OMLT. Ce moment, appelé SAS de réadaptation, vise à leur permettre de prendre déjà un peu de distance par rapport à l'intensité de l'expérience militaire qu'ils ont vécue avant de ne retrouver leur environnement habituel. Ce temps n'est pas tellement celui d'une évaluation médicale systématisée, mais plutôt celui d'une réflexion d'après-coup sur les événements opérationnels dans leur dimension technique et humaine. C'est aussi celui d'une information sur les précautions à prendre au retour lors de la reprise de la vie quotidienne et sur l'importance du repérage des changements subjectifs qui pourraient venir peser dans leur vie personnelle ou professionnelle. À distance du temps opérationnel, il faut veiller à diagnostiquer et à prendre en charge les personnels souffrant de séquelles. Les troubles relevant du traumatisme psychique s'expriment de façon caractéristique par les signes cliniques du syndrome de répétition traumatique. Les cauchemars, reprenant à l'identique la scène traumatique, les manifestations de répétition à l'état diurne, faisant intrusion dans les pensées avec une force quasi hallucinatoire, ou encore l'hyper-réactivité émotionnelle avec les réactions de sursaut, traduisent tous de façon paradigmatique les effets spécifiques de la blessure psychique. L'évolution de ces troubles peut être sévère et invalidante. Malgré leur présentation caractéristique, leur repérage reste toujours difficile. Les symptômes peuvent être masqués derrière des manifestations non spécifiques de nature anxieuse ou dépressive, des conduites addictives ou encore des troubles du caractère ou des difficultés d'ordre relationnel. La difficulté diagnostique peut tenir également à la crainte des personnels de la remise en cause éventuelle de leur aptitude au service. Mais beaucoup plus spécifiquement, que cette pathologie touche au plus intime de l'être, fait que les sujets ont de grandes difficultés à en parler, à trouver les mots qui conviendraient à décrire cette souffrance. À distance du temps opérationnel, l'attention des médecins doit aussi se porter sur d'autres manifestations que celles spécifiquement liées au traumatisme psychique. Les différents syndromes, tels qu'ils ont pu être décrits, de la guerre du Golfe, des Balkans, du soldat de l'ONU, rendent tous compte, pour une part, de manifestations qui ne relèvent pas de la pathologie traumatique, mais qui sont pourtant en lien avec l'exposition au contexte général opérationnel. Il reste encore très difficile à identifier au travers de nos repères nosographiques actuels. Ils sont rapportés de manière aspécifique par ceux qui s'en plaignent, souvent à distance et parfois même très à distance de leur engagement militaire. Ils ne peuvent être réduits à des attitudes purement utilitaires dans la perspective de la recherche de compensation financière. Qu'il s'agisse de la pathologie traumatique ou de tout autre, il convient de mettre l'accent sur l'importance d'une attitude active des médecins d'unité et des psychiatres dans toutes les circonstances médicales de rencontre avec des militaires pour le dépistage de ces troubles et leur prise en charge. Cela ne relève pas tant d'attitudes d'évaluation standardisées. Cela fait plutôt appel à la confiance et à la qualité de la relation que peuvent établir les médecins d'unité et les psychiatres militaires avec les personnels qui sont amenés à rencontrer pour leur permettre d'aborder et de traiter ce dont ils souffrent. Cette prise en charge est difficile. Elle se complète des dispositions prévues par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la reconnaissance et l'indemnisation des séquelles qui relèvent de ces états. Les actions menées sur le terrain, puis au retour, doivent se compléter et se coordonner avec celles conduites au profit des familles des militaires. La survenue dans une unité de blessés ou de morts implique fortement les éléments de l'arrière et les familles des personnels concernés. Cela nécessite, de la part du service de santé et par là même des psychiatres des hôpitaux des armées, de coordonner les actions nécessaires pour le soutien des familles
en relation avec les médecins d'unité, le commandement, les services sociaux et les cellules d'aide aux blessés. Parfois, il est nécessaire aussi de recourir aux structures sanitaires du milieu civil. Je voudrais encore attirer votre attention sur les perspectives d'avenir. Vous le voyez, le service de santé des armées a une importante responsabilité dans le soutien de nos forces. C'est notre actualité et ce sera encore plus celle de demain, tant le contexte international et notre politique de défense amèneront les hommes et les femmes de nos armées à servir dans des conditions opérationnelles très contraignantes, avec toujours les risques inhérents à la guerre. Nous avons déjà souligné que nous vivons une période où les armées sont de plus en plus conscientes de la nécessité de prendre en compte d'une manière globale le facteur humain. Le développement actuel d'une politique psychosociale va dans ce sens. Et si elle ne relève pas directement de la responsabilité du service de santé des armées, nous avons un rôle majeur à y jouer dans les éclairages que nous pouvons apporter à ceux qui ont la charge de la dessiner et de la mettre en œuvre. Ce mouvement amène à considérer avec grand intérêt ce qui se fait dans les armées étrangères. L'expérience américaine est riche dans ce domaine, avec le déploiement de moyens considérables pour développer une politique d'information et de prévention sur les risques opérationnels. Un programme identifié sous l'acronyme BattleMind, dans une dimension très pragmatique, vise à faciliter la reconnaissance des changements subjectifs éventuels en relation avec le stress opérationnel pour en limiter le développement et les conséquences et en favoriser la prise en charge lorsque cela est nécessaire. Il s'adresse aux militaires, mais aussi à leurs familles. Il y a là sûrement des enseignements utiles à en tirer et à adapter pour nos armées. Le développement d'une politique psychosociale peut être précieuse dans le domaine de l'identification, de la reconnaissance et par certains aspects de la limitation du stress opérationnel. Elle ne pourra pourtant jamais prévenir ce qui restera en jeu sur le champ de bataille, soit la rencontre avec le réel de la mort dans sa dimension singulière, même si l'idée du sacrifice de sa propre vie a pu être anticipée par le combattant. Les enseignements tirés des situations opérationnelles récentes sont venus compléter ceux qui avaient fait l'objet du livre de psychiatrie militaire en situation opérationnelle. Ce recueil, publié en 1997 sous la direction des professeurs Briol, Lebigot et Lafont, rassemblait les expériences des psychiatres militaires en opération lors de la guerre du Golfe, puis celles des interventions au Rwanda ou encore en ex-Yougoslavie. Ces enseignements nous font souligner l'importance de ne pas enfermer l'action du psychiatre militaire en opération dans un cadre trop formalisé, préétabli, comme cela avait pu se concevoir un temps en fonction du volume de la force déployée. La nécessité de sa présence, comme élément à part entière du dispositif santé, doit être évaluée de façon dynamique en fonction de chaque type d'intervention. Elle peut être nécessaire, cette présence, lors de la mise en place des premières structures hospitalières de campagne. Elle pourra parfois être décidée avant même leur mise en place, comme cela avait été le cas en Côte d'Ivoire en 2002, au début de l'opération Licorne, afin d'anticiper les besoins éventuels des ressortissants français qui semblaient particulièrement exposés. Il y a là la nécessité d'une grande souplesse dans les conditions du déploiement du psychiatre en situation opérationnelle. Le déroulement de cette mission, en particulier lors des événements de Bouaké en novembre 2004, en a confirmé tout l'intérêt. Cela a été l'occasion, en situation de crise, de montrer l'importance du travail psychothérapique mené dans la durée, auprès de groupes très éprouvés, pour prendre en charge les militaires présentant des réactions immédiates et permettre au plus grand nombre la poursuite de la mission dans de bonnes conditions. Cela a aussi montré l'efficacité d'une action d'ampleur auprès d'un grand nombre de ressortissants français, brutalement confrontés à une situation de chaos et de ruine, venant redoubler, pour certains, des violences psychotraumatiques. Il faut insister pour cela sur l'importance du travail de liaison mené auprès des structures civiles impliquées dans la prise en charge de ces personnes en France lors de leur rapatriement. Dans toutes ces actions, la coordination des différents intervenants est essentielle. Elle est parfois difficile à réaliser lors d'interventions menées conjointement sous l'autorité de plusieurs ministères, comme cela a pu arriver lors d'opérations d'assistance à des victimes de piraterie maritime dans l'océan Indien.
Les opérations maritimes de récupération en mer des corps des victimes de naufrages ou d'accidents aériens sont très éprouvantes pour les marins qui y sont engagés dans cet environnement très confiné d'un bâtiment. Elles ont montré l'intérêt de l'intervention précoce du psychiatre en mer pour répondre aux besoins de ces personnels. Le durcissement des conditions d'engagement de nos forces en Afghanistan a, dans un premier temps, conduit à proposer des modalités d'intervention ponctuelles, limitées dans le temps, lors de missions d'évaluation des besoins ciblés sur les groupes particulièrement exposés des OMLT, articulées à un travail d'après-coup auprès de ces personnels dans leurs unités en France, à distance de leur retour opérationnel. Les événements du 18 août 2008 dans la vallée de l'Ouzbin ont montré l'importance des réactions aiguës de combat et les particularités de leur prise en charge précoce, mais aussi la nécessité, bien au-delà de l'événement, d'un travail soutenu des équipes hospitalières de psychiatrie en métropole dans le suivi des personnels impliqués. La situation actuelle en Afghanistan a, depuis ces événements, rendu nécessaire la présence permanente d'un psychiatre rattaché à la structure hospitalière établie à Kaboul. Dans ce cadre, il a pu être souligné les particularités de la prise en charge hospitalière de patients souffrant de troubles psychiques lorsque les équipes paramédicales n'ont pas d'expérience spécifique de la psychiatrie. L'urgence se rencontre aussi sur le territoire national, comme cela a pu être le cas lors des événements survenus à Carcassonne en juillet 2008 ou encore auprès des unités de la gendarmerie, tout particulièrement en Corse. Ainsi, l'ensemble des psychiatres de nos hôpitaux d'instruction, mais aussi ceux du service psychologique de la Marine ou du centre médical d'expertise et de psychologie clinique de l'armée de l'air, renforcer les équipes de psychologues cliniciens qui en dépendent, sont très impliqués dans le soutien opérationnel de nos forces. Toutes ces expériences nourrissent une réflexion dynamique et contribuent aux efforts d'amélioration du soutien des personnels engagés en opération. Cet effort passe également par les perspectives qui relèvent de la recherche. Il y a encore beaucoup à apprendre sur les mécanismes neurobiologiques complexes en jeu dans les phénomènes de stress aigus et chroniques. Et il nous faut saluer ici les travaux précurseurs du professeur Laborie au Val-de-Grâce dans ce domaine. Ils se sont bien sûr enrichis depuis de beaucoup de connaissances sur les mécanismes neuro-endocriniens en jeu dans les réactions aiguës ou chroniques en relation avec le stress. Par ailleurs, certaines structures cérébrales, en particulier l'hypophyse et l'amygdale, seraient particulièrement impliquées pour ce qui concerne les états de stress post-traumatique. L'évolution des connaissances dans le domaine biologique ouvre des pistes de recherche sur les aspects pharmacologiques qui pourraient prévenir ou limiter les effets de l'exposition au stress. L'une d'entre elles est représentée par les bêta-bloquants. D'autres cherchent à compléter les voies ouvertes par l'efficacité relative des antidépresseurs dans le traitement de l'état de stress post-traumatique afin d'optimiser les stratégies pour la mise en œuvre de ces thérapeutiques. Ces perspectives, si elles s'avèrent très stimulantes pour le chercheur, ne permettent pas encore de dégager de consensus fort pour les cliniciens, ni, en situation opérationnelle, une utilité réelle pour les combattants. La recherche doit aussi s'intéresser aux évolutions de l'environnement du combattant du futur. Les avancées technologiques sont toujours au cœur des moyens mis en œuvre sur le champ de bataille, tant pour les matériels que pour les hommes qui les servent. À l'heure des développements considérables des nouvelles technologies, il faut sans doute prendre la mesure des contraintes nouvelles qu'elles vont faire peser sur les combattants. Ces contraintes sont liées d'une part à la sophistication même du système d'armes, mais aussi à la dépendance dans laquelle son développement peut aliéner le combattant. Un programme est proposé par l'Université du Michigan sur les applications pratiques des biotechnologies et des nanotechnologies à l'armée américaine, avec installation de divers senseurs à l'intérieur du corps du soldat pour effectuer des diagnostics à distance, lui délivrer les médicaments, mais aussi améliorer ses performances. C'est tout de même très préoccupant. Et ce qui fait dire à un chercheur de l'Université libre de Bruxelles, les nanotechnologies sont considérées comme essentielles et le combattant bionique pourrait devenir la clé des opérations de demain. Il y a là la poursuite par l'homme de sa recherche mythique du soldat idéal, une sorte de cybercombattant dont l'invulnérabilité
ne pourrait être mise en cause que par le déréglage d'une mécanique aussi sophistiquée qu'elle soit, et non par une faillite humaine toujours aussi insupportable aux idéaux militaires. Il y a là un champ fertile pour la réflexion éthique qui doit être menée dans le service de santé des armées, à l'heure où se développe et se met en place le programme félin du combattant du futur. Arrivé au terme de cette leçon, vous pouvez mesurer qu'il y a beaucoup à faire pour le soutien du combattant exposé aux multiples risques qu'il encourt dans les situations opérationnelles. C'est un domaine riche d'actions pour le service de santé des armées et aussi de perspectives pour la formation des médecins et des personnels paramédicaux. Cet effort doit être poursuivi par des actions de formation continue renforcées dans les moments précédant les départs opérationnels. Cela doit s'inscrire également dans une grande complémentarité d'action au quotidien entre les médecins d'unité et les psychiatres militaires, coopération elle-même renforcée lors des déploiements opérationnels. Cela implique également un effort permanent de recherche, tant sur le plan psychopathologique que biologique, pour mieux comprendre les mécanismes en jeu et tenter d'y apporter des réponses toujours plus pertinentes. Cette réflexion dépasse le seul champ médical pour participer utilement à l'élaboration d'une politique plus générale de prise en compte des contraintes psychiques auxquelles sont exposés les militaires. Cela ne peut se faire sans la continuité d'une réflexion dynamique sur les enjeux techniques, déontologiques et éthiques de la pratique d'une psychiatrie militaire opérationnelle. Mais nous voudrions encore une fois souligner que la guerre restera toujours ce qu'elle est depuis l'origine des temps, mêlant ce qu'il peut y avoir de plus noble de l'engagement humain pour la défense des idéaux et de la nation, mais aussi ce qu'il y a de plus douloureux dans l'expérience humaine de confrontation à l'horreur et à la mort. Cette dimension restera un impossible à regarder en face et laissera ceux qui s'y risquent seuls face à cette expérience. L'idée même d'une guerre zéro mort, telle qu'elle a pu être évoquée à une époque récente, montre combien cette réalité en fait encore plus ressortir l'insupportable. Il est de notre responsabilité d'être au plus près de ces hommes et de leurs besoins, en veillant à ne pas avoir des attitudes réductrices par rapport à ce qui est en jeu pour eux en situation opérationnelle et au-delà. L'action médicale que nous devons soutenir auprès des combattants relève de cette implication qui nous engage dans nos missions. C'est ainsi que nous pourrons véritablement être opérationnels.